Bonjour à tous. Parfait, ça fonctionne. Ravi d'être présent aujourd'hui à l'Energy Meeting Paris 2020. Vous venez d'avoir une présentation sur le logement social, la réhabilitation lourde de logements sociaux. Quand on regarde un petit peu les moyennes des prix, je pense qu'on est aux alentours de 60, 70, peut-être 80 000 euros par logement rapporté. Moi, je vais vous parler d'un autre sujet qui est très similaire mais qui est un peu plus complexe, c'est la rénovation en copropriété. L'Agence parisienne du climat se pose deux problématiques. La première, c'est la massification de la rénovation énergétique en copropriété. Comme vous le savez, un territoire comme la ville de Paris, ou même si on étend un petit peu sur la métropole du Grand Paris, on dénombre 100 000 copropriétés. 100 000 copropriétés pour lesquelles on a 30 ans à lancer des projets de rénovation énergétique. Donc ça, c'est un point massification. Le second point qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, c'est la qualité de ces travaux. Est-ce qu'ils sont bien réalisés? Est-ce qu'ils sont aux performances attendues? Est-ce qu'on a été au maximum de ce qu'on pouvait faire sur ces copropriétés? Pour répondre à cette question, on a pu bénéficier pendant 2 ans d'une subvention de l'Union européenne pour travailler sur l'instrumentation d'un certain nombre de copropriétés. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui après 2 ans d'instrumentation, 2 ans d'observation, de complétion de toutes les analyses qu'on a pu faire, vous présenter un petit peu l'essence de ce qu'on a pu observer et les grandes orientations qui vont nous orienter sur nos nouveaux travaux pour les années à venir, que ce soit pour les agences locales de l'énergie, que ce soit pour les collectivités, les professionnels de la rénovation, mais également pour les copropriétaires. Cette étude, juste pour les citer quand même, parce qu'ils ont fait un travail qui est assez important, on l'a réalisée avec le bureau d'études Enertech, qui est spécialisé dans la mesure en France, que certains d'entre vous doivent bien évidemment connaître. Donc pour recadrer un petit peu les objectifs de cette mission d'instrumentation, on avait vraiment l'ambition d'analyser toutes les sources de consommation d'énergie sur 8 copropriétés. Donc on a suivi notamment tout ce qui concerne les 5 usages réglementaires qui sont calculés dans les calculs réglementaires thermiques lors des audits ou des maîtrises d'œuvre de conception, mais également l'électricité des parties individuelles, privatives dans les logements pour voir à quel niveau de consommation étaient les copropriétaires dans leur logement. L'idée était aussi de comparer en fait, les calculs théoriques avec la réalité terrain, même si on sait très bien d'avance qu'on a forcément des écarts. Notre intérêt, c'était de savoir à quel point on est écarté de ce qu'on avait prévu et qu'est-ce qui explique ces écarts. Parce que si on connaît la nature de ces écarts, on va pouvoir les corriger et faire en sorte que le bâtiment tende au plus possible vers la performance qui lui est due. Tout ça étant pour aller vers l'amélioration des pratiques de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la rénovation de la copropriété. Pour vous donner très rapidement une échelle de temps de ce projet, on a commencé fin 2017 avec le recrutement des copropriétés, avec les premières pauses d'instrumentation, dont je vais vous expliquer un petit peu le contenu. On a fini en août 2018 et aujourd'hui, on est dans une phase de valorisation de ces résultats, donc d'où ma présence ici aujourd'hui. Et vous pourrez très prochainement bénéficier d'un rapport global qui sera publié sur ces 2 années d'études. Pour vous montrer un projet type, donc on est un petit peu dans les mêmes typologies de construction que ce qui a pu vous être présenté juste avant. Donc sur les 8 copropriétés, on en avait 7 qui sont de typologie 30 glorieuse, pour le dire assez grossièrement. Donc après Seconde Guerre mondiale, avant premier choc pétrolier, des constructions pour la plupart en béton, sans isolation, sur lesquelles les copropriétaires ont porté des projets qui se chiffrent aux alentours de 15 à 25 000 euros maximum par logement. Voilà, donc on est un petit peu éloigné des sommes que vous avez pu voir précédemment, mais qui permettaient en fait d'aller intervenir sur la plupart des postes, donc des projets que l'on considère nous comme aujourd'hui globaux, qui interviennent sur l'isolation thermique des façades par l'extérieur, le remplacement des menuiseries, l'isolation des toitures, la rénovation des chaufferies ou leur conversion quand on était au fioul, et surtout, dans tous les cas, une intervention sur la ventilation, voilà, pour améliorer aussi l'ensemble de la qualité à la fois énergétique mais aussi le confort des occupants. Donc voilà, vous avez un exemple ici dans le 12e arrondissement de Paris. Quand on regarde les calculs énergétiques qui ont été faits par les bureaux d'études, on annonce 72% de réduction de la consommation. Et c'est ce 72%-là, entre guillemets, qu'on va venir questionner avec la réalité d'usage et la réalité de la rénovation qui s'est produite. Je passe un peu sur certains points parce que je vais pas m'étendre sur la façon dont on a mené l'instrumentation. Simplement que vous ayez en tête que l'ensemble des flux a été mesuré,
Donc on a posé des capteurs dans les parties communes, sur l'ensemble des compteurs électriques, sur le nombre de calories qui sort des chaufferies, ce qui part en chauffage, ce qui part en eau chaude sanitaire, le fonctionnement des pompes, l'éclairage, les débits de ventilation, l'hygrométrie, la température dans un certain nombre de logements, ainsi que, pour quelques logements sélectionnés, des taux de CO2 et de formaldéhyde pour apprécier un petit peu la qualité de l'air dans ces logements et l'évolution de la qualité de l'air après rénovation. Alors c'est ce que je n'ai pas tout à fait mentionné, c'est que cette instrumentation, on l'a commencé juste avant les travaux. Donc on a essayé d'avoir 2 périodes de chauffe et 2 périodes estivales sur lesquelles on avait un comparatif avant-après dans la réalité. En tout, ça a quand même concerné 614 points de mesure pour 8 copropriétés et 64 logements qui ont été instrumentés. Alors avant même de lire les résultats de ces analyses de la mesure, il y a déjà un certain nombre de choses que l'on peut voir, que l'on peut observer et sur lesquelles on peut porter un regard critique. Quand on regarde les projets sur le papier, ce qui a été voté par les copropriétaires, déjà on va se rendre compte de plusieurs choses. Premièrement, aucune des 8 copropriétés ne prend en compte d'installation de solaire thermique, que ce soit du solaire thermique ou de la production photovoltaïque ou autre source d'énergie renouvelable. Aucune n'a étudié le fait d'installer une ventilation double flux, même si on sait très bien que la rénovation en copropriété, la double flux, c'est très compliqué, mais aucune ne s'est posé la question de si c'était faisable ou pas. On a très peu d'emplois de matériaux biosourcés, si ce n'est pas du tout. On n'a qu'une seule copropriété qui sort du lot, mais qui a de très bonnes raisons d'utiliser des matériaux biosourcés, puisque c'est une copropriété des années 1914, avec des murs en pan de bois. Donc forcément, vous avez des matériaux qui vont aller en correspondance avec le besoin du bâtiment. Et on a seulement 2 copropriétés sur 8 qui visent un objectif bâtiment basse consommation rénovation, donc avec un seuil à 104 kWh par mètre carré par an sur les 5 usages réglementaires. Donc on n'en a que 2 sur 8 qui vont vers cet objectif-là, sur le papier. Et en fait, quand on regarde les travaux qui ont été préconisés, qui ont été mis en œuvre par les copropriétés, ce que l'on voit, c'est que généralement, on ne va pas sur des critères de performance très élevés. La majorité des cas, en fait, s'arrêtent au seuil qui vous permet de bénéficier des aides financières, donc le crédit d'impôt, les certificats d'économie d'énergie, les subventions des collectivités territoriales. Et donc, en fait, une fois qu'on a atteint ce seuil-là, on n'a pas forcément envie de rajouter de l'épaisseur, d'avoir des matériaux plus durables, d'avoir des matériaux thermiquement plus efficaces, des systèmes peut-être plus efficaces. On s'arrête en fait à ce qui nous permet de débloquer les aides financières et de faire en sorte que le projet est, encore une fois sur le papier, en équilibre. Et ça, du coup, ça pose question parce que ces copropriétés-là, une fois que vous avez mis une certaine épaisseur, une fois que vous avez fait ces travaux de rénovation, pour les copropriétaires, c'est terminé. Ils ont agi une fois sur leur bâti, en pensant, à juste titre quand même, avoir fait un projet global de rénovation. Ils n'y reviendront pas avant un certain nombre d'années, si ce n'est plusieurs dizaines d'années. Donc en fait, c'est à ce moment-là où il ne faut pas rater le coche et de chercher à atteindre la performance la plus élevée possible sur les projets de rénovation. Parce que déjà, amener une copropriété à ce niveau-là, c'est compliqué. C'est dommage de ne pas aller au bout de la démarche. Alors, ce graphique est un peu tendancieux. Et je sais que certains d'entre vous ne vont pas vouloir qu'on l'affiche comme ça, mais on l'a quand même fait pour la démonstration. On a comparé ici en rouge l'étiquette initiale qui a été calculée par les bureaux d'études. En bleu, la consommation réelle qu'on a pu noter avec l'instrumentation et avec les factures sur les copropriétés avant travaux. En bleu ciel, vous avez la consommation réelle qu'on a mesurée après travaux. Et en orange, la consommation qui était visée par le projet de rénovation. Et dans la majorité des cas, ce que l'on voit, c'est cette courbe descendante qui se dessine, qui fait qu'on vous place sur un niveau de consommation initiale assez élevé, on vous propose un projet de rénovation qui vous emmène assez bas, et dans la réalité des choses, vous êtes un peu plus à l'équilibre que ça. Il n'y a pas tant de décalage que ça. Ce qui ne veut pas dire effectivement que les copropriétés ne font pas de réduction de consommation, mais elles ne font pas celle qui était attendue, en tout cas celle qui a été vendue, ou celle qui a servi à calculer certaines aides financières. Et c'est ça qui va nous poser question aussi beaucoup suite à cette instrumentation. Et dans la réalité, je le dis tout de suite, on n'a qu'un seul projet qui atteint le BBC Rénovation. Donc déjà, chouette, il y en a un, mais il n'y en a qu'un sur 8. Ce
que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de passer rapidement sur chacun des postes de consommation pour vous montrer comment ça a évolué, ce qu'on a pu noter d'intéressant et les points sur lesquels on va vouloir travailler par la suite. Quand on regarde le chauffage, donc là je suis que en réel, hein. Quand on regarde le chauffage, on est plutôt content parce qu'on a une réduction en moyenne de 30% de la consommation sur l'ensemble de ce poste-là, sur les 8 copropriétés, enfin sur 7 copropriétés, il y en a une où on n'a pas pu le calculer. Mais on reste au-dessus des seuils recommandés pour atteindre le bâtiment en basse consommation. Donc autour de 75 kWh par mètre carré par an, un peu moins sur Paris 06, ici qui est la seule en chauffage électrique individuel. Par contre, quand on a été regarder les chaufferies, on est très content parce que toutes ont été rénovées, le fioul a été converti en gaz, condensation, toutes les chaudières gaz condensation condensent, les lois d'eau sont respectées et maîtrisées, les températures de retour sont maîtrisées. Donc grosso modo, vous avez des chaufferies qui fonctionnent très bien, qui sont un peu surdimensionnées par rapport aux besoins, mais qui fonctionnent très bien. Donc là aussi, c'est des choses, on ne va pas que tirer sur l'ambulance, il faut aussi montrer tout ce qui fonctionne, et là pour le coup, c'est quelque chose à mettre bien en avant. Par contre, ça pourrait être un petit peu encore affiné, régulé, mais ça demande aussi du temps et des années d'usage de la copropriété et de ces nouveaux équipements. Par contre, quand on va regarder la température dans les logements, on a relevé en moyenne 22 degrés en période de chauffe, donc l'hiver. Et ça, pour le coup, c'est un problème, parce que ce qu'on a mesuré ici, c'est que chaque degré supplémentaire coûte 8 à 10% de consommation en plus. Et en fait, si on recale ces consommations observées sur un usage à 19 degrés, on serait aux alentours de 25% d'économie d'énergie. Et là, en recalant, on tombe sur les niveaux recommandés pour le BBC rénovation. Donc en fait, théoriquement, le bâtiment, il est correct. Simplement, dans l'usage ici, on casse tout l'apport qui a été fait par l'isolation et la rénovation. Ou en tout cas, on en casse une partie. Ce qui est visible aussi ici, c'est que vous avez 4 copropriétés sur lesquelles il n'y a pas possibilité pour un occupant de réguler sa température. Ça, c'est un problème. Et pour les 4 qui ont la possibilité de le faire, ils ne savent pas le faire. On leur a installé des robinets thermostatiques sans leur expliquer l'usage, l'intérêt, l'entretien, la façon de l'utiliser, en fait, tout simplement. Et donc, lorsqu'on a été interrogé des copropriétaires après travaux sur tout un tas de questions, mais notamment sur cet usage-là du robinet thermostatique, il y en a très peu qui nous ont dit les utiliser et savoir s'en servir. Quand on regarde la production de CS maintenant, il y a une chose qui nous saute aux yeux, c'est les déperditions dans les systèmes de distribution. En gros, vous avez 25% de l'énergie qui est effectivement utilisée pour chauffer l'eau, qui sera distribuée, et vous avez 75% de l'énergie qui est dissipée dans les réseaux de distribution. Vous prenez l'exemple de la copropriété Aubervilliers, vous avez à peu près, enfin un peu moins de moitié-moitié, mais vous avez seulement 20 kWh de perdus seulement dans la distribution, parce que sur cette copropriété-là, il y a eu un très gros travail de fait sur la qualité de l'isolation des réseaux de distribution. Sur les autres, c'est moins le cas et ça se voit tout de suite. Mais si je reviens juste ici, quand vous regardez les résultats des consommations réelles des copropriétés après rénovation, vous retranchez 50 kWh par mètre carré par an, bah, tout de suite vous arrivez dans les objectifs, voire en dessous. Et en fait, ça montre bien que le poste eau chaude sanitaire n'est pas suffisamment traité en rénovation énergétique. Parce qu'on parle de confort thermique en hiver, on parle de chauffage, mais on parle assez peu d'eau chaude. Et ça, c'est un élément qui nous montre que ce n'est pas un sujet anecdotique et il faut le prendre en compte absolument. Sur les services généraux, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est un poste pareil qu'il ne faut pas oublier quand on fait de la rénovation énergétique. C'est toujours l'occasion de se poser la question. Premièrement, est-ce que mes éclairages dans les parties communes sont suffisamment bien régulés? Est-ce que je ne peux pas baisser la consommation en cherchant à installer des équipements économes? Parce que là, on a 2 cas de copropriété où vous avez en moyenne 50 € par an par logement qui est dépensé juste pour de l'éclairage de parking. Ce qui est un petit peu dommage quand on cherche à faire des économies d'énergie avec des travaux de rénovation. Mais sinon, grosso modo, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur ces équipements-là. Quelques chaufferies qui pourraient être améliorées, mais ça, voilà, il n'y a pas de gros sujet. Ça, c'est ce que je vous disais sur les parkings. Voilà, il n'y a pas de variation dans la consommation. On est en céphalogramme plat et on n'est sur aucune régulation. Donc, il y a encore des postes d'amélioration. Sachant aussi, je ne l'ai pas dit, mais on est sur des copros des 30 Glorieuses qui font en moyenne 65 logements, 80 logements.
sur lesquels vous avez plein de compteurs un peu partout. Le syndic et les copropriétaires sont incapables de vous dire quel compteur sert à quoi. Donc vous avez plein de compteurs, plein de contrats, sans trop savoir à quoi ils servent. Et il y a un gros travail d'optimisation en fait, qui doit être fait sur les copropriétés. Oups, pardon. Sur le renouvellement d'air, rapidement, pas grand chose à dire non plus, si ce n'est qu'on a une extraction qui est très forte en toiture et on ne va pas retrouver ces débits dans les logements. Ça peut vouloir dire une chose, c'est que les conduites ne sont pas étanches. Et vu qu'on n'a pas été chercher, on n'a pas fait d'audit sur ces conduites-là, on ne sait pas quel est leur niveau d'étanchéité, on a un peu de perte et du coup on perd l'intérêt de l'hydro-réglable, on perd l'intérêt de la mécanisation, enfin on perd une partie de l'intérêt de la mécanisation. Vous parliez du confort d'été juste avant, et c'est vrai que c'est un gros sujet. Nous, on a été regarder dans les logements, la température et l'hygrométrie en été, et on a quand même des belles surprises, parce que même quand vous faites de la rénovation, si on ne prend pas suffisamment en compte cet aspect du confort d'été, eh ben on a des dépassements de temps à des températures extrêmes qui sont importants. Juste pour prendre un chiffre, 2 chiffres, on a noté des températures jusqu'à 32 degrés dans des logements, en 2018 et en 2019, l'été, et on a une moyenne de 347 heures où vous dépassez les 28 degrés dans l'année, ce qui est assez énorme, sachant qu'on fixe un seuil recommandé à 40 heures. Donc là aussi, il y a un travail à mener. Et juste pour finir sur la qualité de l'air intérieur, alors le CO2 ne résume pas à lui seul la qualité de l'air intérieur, mais c'est un indicateur qui est intéressant. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en Poitiers, vous avez, alors je ne vais pas tout vous expliquer sur le graphique, s'il est un peu complexe, mais des courbes de fréquence cumulées, donc c'est à peu près la fréquence de temps passé à certains niveaux de CO2. Ce que ça nous dit, c'est qu'en Pointillé, avant, vous aviez des logements qui étaient une partie du temps dans des zones assez mauvaises, assez moyennes en qualité de l'air, et qu'après rénovation, sur le plein, on a vraiment 95% du temps dans le logement qui est passé dans une qualité de l'air, en tout cas au niveau du CO2, très bonne. Et là, on voit clairement l'impact de la mécanisation de la ventilation qui fonctionne très bien. Alors, il y a plein d'autres enseignements à tirer de ces analyses-là. Vous pourrez les retrouver toutes dans le rapport en mars. Simplement, ce qu'on a pu noter ici, c'est que nos enseignements vont dans le même sens que ceux qui ont été soulevés par le Prébat, donc un programme expérimental d'expérimentation sur l'énergie et le bâtiment. Et en fait, dans ce programme, on a instrumenté 200 bâtiments, dont du logement social en collectif et de la copropriété, et que les enseignements sont les mêmes. Donc en fait, on n'a rien réinventé, c'est juste qu'on a confirmé des choses qui étaient déjà existantes. Et on va essayer de les reconfirmer encore avec le programme Écocité, qui vise à instrumenter une 60aine de copropriétés en France à partir de cette année. Ça pose donc pas mal de questions sur comment on accompagne des copropriétés dans leurs projets de rénovation, après rénovation, sur les usages, comment on monte en compétence les professionnels de la rénovation, tout corps, et comment on travaille sur la garantie de la performance énergétique. Pour ça, on a créé un petit guide à destination des copropriétaires, des professionnels et des syndics, qui est disponible sur le site de l'Agence parisienne du climat, et qui décrypte quelles sont ces garanties, quelles sont les clauses que l'on peut mettre en œuvre dans les contrats avec les chauffagistes, pour faire en sorte que collectivement, on aille vers cette performance du bâtiment. Et enfin, juste un point, dans le cadre de ce projet européen, on a écrit un guide avec tout un tas de collectivités territoriales, avec le projet ACE Retrofitting, que vous pouvez aussi retrouver sur le site de l'Agence parisienne du climat, et qui pour le coup est riche en retour d'expérience sur l'accompagnement des copropriétés à la rénovation énergétique. Donc voilà ce que je vous disais en conclusion, la formation des professionnels de la rénovation, des syndics, le suivi des usages des copropriétaires, la prise en compte du confort d'été qui est un levier important, et du coup ça pose des questions sur la façon de conditionner les aides financières des collectivités publiques qui sont données pour des projets de rénovation qui doivent atteindre une performance et pas seulement doivent mettre en œuvre des travaux de rénovation. Voilà, cette nuance entre je fais des travaux, mais ces travaux doivent servir un intérêt qui est la performance et le confort dans la copropriété. Je vous remercie pour votre attention. Merci.